Événement d'il y a 200 ans et puis les dirigeants européens qui se sont retrouvés pour célébrer l'unité européenne. Pas la peine pourtant de chercher François Hollande, ni Manuel Valls, ni aucun membre du gouvernement français. Ils n'ont pas fait le déplacement. Retour aujourd'hui sur cette journée de commémoration. C'est l'une des plus grandes défaites militaires de l'histoire française. Sur le site de la bataille, le roi des Belges et une foule de dignitaires venus de toute l'Europe ont participé à la commémoration de son bicentenaire. Les descendants des chefs des armées françaises, anglaises et prussiennes ont également été conviés. Au centre, Jean-Christophe Napoléon, descendant de l'empereur. Pour nos voisins européens, c'est une grande victoire dont ils se souviennent aujourd'hui pour affirmer l'unité de l'Europe. Les ennemis d'hier sont devenus les alliés les plus solides sur les plans politiques, économiques et diplomatiques. Des femmes et des hommes de bonne volonté ont choisi de tirer les leçons du passé. Ils ont choisi en réalité d'unir leurs rêves autour d'un projet plus beau et plus grand, la construction, pierre après pierre, de l'Union européenne. 2 siècles plus tard, la défaite de Napoléon semble toujours aussi difficile à digérer pour les Français. Aucun membre du gouvernement n'a accepté l'invitation aux commémorations. Seul l'ambassadeur français en Belgique est présent. Pourtant, malgré la défaite, c'est bien Napoléon qui est resté dans la postérité. Quel est le héros de Waterloo? Ce ne sont pas les Anglais, c'est pas Wellington, c'est pas Blücher, c'est l'aigle, c'est l'empereur. Donc Waterloo, paradoxalement, c'est une défaite triomphale, c'est une défaite victorieuse de Napoléon. On ne voit que lui, on ne célèbre que lui. Et d'ailleurs, tous les reconstituants, qu'ils soient russes, anglais ou belges, ils n'ont qu'une envie, c'est de se battre côté français. Waterloo n'est plus le lieu de la défaite de Napoléon, c'est devenu celui du culte de l'empereur. Pour la reconstitution de la bataille, plus de 5000 figurants et 360 chevaux sont mobilisés. On en parle tout de suite avec mes invités. Jacques-Olivier Boudon, qui est président de l'Institut Napoléon, également professeur d'histoire contemporaine à la Sorbonne, écrivain aussi. Vous avez publié ce bouquin, Napoléon et la dernière campagne, 1815. En plateau également, Claude Ribes, vous êtes écrivain et auteur du Le crime de Napoléon. On va en parler également avec vous ce soir. Et puis on est en duplex avec Philippe Ancel, qui est historien et qui nous rejoint ce soir de Londres. Merci beaucoup d'être avec nous. Peut-être juste pour reprendre ce qui était dit à l'instant dans le sujet qu'on vient d'écouter, Jacques-Olivier Boudon, c'est assez curieux tout de même que cette défaite ait été élevée à ce point-là au niveau d'un mythe, que la plus grande défaite de Napoléon en ait fait finalement un héros. Comment vous l'expliquez ? C'est l'une des rares défaites de Napoléon. Il a été battu à Leipzig, il a été bousculé pendant la campagne de France en 1814, mais n'a jamais perdu militairement. Donc Waterloo a de ce point de vue un sens particulier. C'est une défaite qui le conduit à la chute, qui conduit à la seconde abdication, et donc c'est la fin de l'épopée napoléonienne. Sans doute peut-on expliquer cette ferveur autour de Napoléon, autour de Waterloo, par le fait qu'il a lui-même réécrit la bataille après l'avoir perdue, expliquant qu'il aurait pu gagner, que si les événements s'étaient mieux déroulés, si Grouchy ne s'était pas attardé un peu plus au nord, si Ney, le maréchal Ney avait envoyé de meilleure façon ses troupes à l'assaut, il aurait gagné. Et finalement, ses partisans ont vécu dans ce souvenir, et depuis 200 ans, Waterloo est devenu un lieu de culte, un lieu de pèlerinage. Les écrivains, les peintres, les poètes, à commencer par Victor Hugo, ont encensé ce champ de bataille, cette bataille qui est devenue une défaite glorieuse en quelque sorte, et ils ont contribué à faire de Waterloo un véritable mythe. C'est d'une certaine manière un Napoléon meurtri, un Napoléon dans l'échec. Finalement, c'est le Napoléon qui était auparavant un empereur tout-puissant, qui devient un héros romantique et qui va parachever cette mutation, cette transformation à Sainte-Hélène en réécrivant son histoire. Et à cet égard, on peut considérer que Waterloo participe de cette mue vers le héros romantique que sera Napoléon pour toute une génération d'écrivains et d'artistes. Claude Ribes, en écoutant cela, quand on pense à cette place qu'a dans la conscience française, dans l'histoire française, Waterloo, Napoléon, le personnage, ce mythe romantique qu'ils sont devenus, comment expliquer l'absence aujourd'hui de membres du gouvernement français? Pourquoi cette ambivalence par rapport à ces commémorations aujourd'hui? Alors, mythe romantique, oui, bien sûr. Pour moi, Waterloo, c'est pas Napoléon, c'est Stendhal. C'est Fabrice à Waterloo qui comprend rien à cette bataille. Et c'est Stendhal qui a, d'une certaine manière, donné de la consistance à ce mythe. Mais l'absence des politiques s'explique assez facilement.
Waterloo est certes une défaite, mais une défaite glorieuse. Mais derrière cette défaite glorieuse, Jacques-Olivier Boudon parlait à l'instant des rares défaites de Napoléon, il y a des défaites qui sont moins glorieuses et qui n'existent d'ailleurs pas officiellement dans les livres d'histoire. Le 19 novembre 1803, les insurgés de Saint-Domingue n'ont pas battu Napoléon parce qu'il n'était pas présent physiquement. Mais là, il y avait une autre guerre qui n'était pas une guerre à l'ancienne avec des gens comme on voit dans la Reconstitution. C'était une guerre coloniale et elle a été perdue. Et je pense qu'il est un petit peu difficile à François Hollande d'avoir été le 10 mai présent pour inaugurer le Memorial Act à la Guadeloupe, le 12 mai être allé sur les lieux justement de cette défaite de Vertières, 19 novembre 1803, en Haïti, puisque Haïti, depuis cette défaite, est devenu un pays indépendant. Et puis venir à Waterloo, c'est un peu compliqué pour lui. On ne connaît pas exactement la raison de son absence, mais il y a une certaine gêne parce que Napoléon est aussi un personnage controversé. Philippe Mancel, pour vous, c'est donc un personnage pour les Français qui a beaucoup d'importance d'une façon ou de l'autre, mais qui, 200 ans après, continue finalement de diviser. Oui, c'est un personnage fascinant, mais je suis un peu sceptique sur le fait que la défaite était tellement désastreuse pour toute la France, parce que la bonne moitié de la France préférait de loin un autre régime à celui de l'empereur. Et Louis XVIII était bien plus aimé qu'on ne dise. La Chambre des représentants vote tout de suite l'abdication après la nouvelle de la fête de Napoléon. Et bien sûr, Victor Hugo a parlé de Waterloo, mais à l'époque, c'était un royaliste fervent qui a écrit pas mal de poèmes sur la gloire des Bourbons. Et ensuite, il est devenu un anti-bonapartiste fervent aussi, qui a aidé à rendre impopulaire Napoléon III. Une des choses qui est frappante quand on regarde un petit peu Jacques-Olivier Boudon, ces commémorations, c'est donc cette ambivalence de la France par rapport à ce personnage. Et on constate que depuis 200 ans, finalement, la politique française est divisée entre la glorification d'un grand homme, un sauveur national, à l'image d'un Napoléon, etc., un général de Gaulle, par exemple, dont on parle beaucoup aujourd'hui, et puis un autre mouvement qui rejette justement l'idée de ce seul personnage sauveur qui viendrait secourir la France et parler de cette grandeur, une gauche populaire notamment. Il a un petit peu défini, par le pour et par le contre, ce qu'allait devenir la politique française. En fait, depuis 1815, s'opposent les partisans de Napoléon et ses adversaires. Ça donne naissance à la légende dorée d'un côté, à la légende noire de l'autre. Et il faut bien dire qu'en France, depuis plus de 100 ans, depuis que la République s'est installée, on a beaucoup de mal avec Napoléon, parce que Napoléon incarne un régime qui a mis un terme à la République, et on ne parvient pas à faire la synthèse entre les institutions qui ont été, pour beaucoup, porté par Napoléon, créé par Napoléon, et ce régime qui était un régime autoritaire, un régime dictatorial, liberticide à certains égards, jusqu'en 1814, c'est moins vrai en 1815. Donc cette synthèse n'ayant pas été faite, le monde politique dans son ensemble se refuse à se pencher sur Napoléon. On l'a vu déjà en 2005 avec la non-commémoration d'Austerlitz, grande victoire s'il en est. On l'a vu aussi en 2012. François Hollande a également refusé de se rendre à Borodino pour les commémorations de la campagne de Russie, alors que c'était une victoire. On le voit à nouveau en 2015. Il y a une constante qui n'a rien d'étonnant. Et dans le cas de François Hollande, je pense que s'y ajoute le fait qu'étant donné sa cote de popularité, associer son nom à Waterloo, même si la défaite est glorieuse, ce n'est pas forcément un bon plan de communication. Claude Ribes, comment expliquez-vous donc d'un côté, c'est vrai que tellement de choses restent en France. Nous sommes restés de Napoléon. On lui doit tellement de choses d'un point de vue institutionnel, d'un point de vue des codes qui sont en place, etc. Et pourtant, sur lui, par lui, toutes sortes de choses ont été faites dans lesquelles nous ne reconnaissons plus aujourd'hui. Est-ce que la France, tout simplement, n'a pas encore fait digérer son histoire? Est-ce qu'elle ne s'est pas assez penchée sur son histoire? Est-ce que ça explique justement cette division aujourd'hui par rapport à ce personnage très fort? Que l'histoire n'ait pas été digérée, il faut s'en réjouir. Hein. L'histoire, c'est une digestion permanente et ça permet d'entretenir la recherche historique et d'envisager sous des angles différents et avec des documents nouveaux, des événements qu'on croyait bien connus. Bon, moi, ma modeste part, qui remonte maintenant à une dizaine d'années, ça a été de mettre en lumière, alors bon, sur la forme, je ne vais pas discuter de ce qu'on peut en dire, mais en tout cas de mettre en lumière
des événements qu'il faut bien le dire, étaient non pas peut-être passés sous silence, mais en tout cas sur lesquels on n'insistait pas trop parce que ça n'était pas considéré comme intéressant. Bon, le rétablissement de l'esclavage par Napoléon, c'est quand même quelque chose qui est assez extraordinaire parce que l'esclavage était aboli. Il y a beaucoup de pays, l'Angleterre notamment, hein, qui ont aboli l'esclavage, qui ont aboli la traite aussi, mais à ma connaissance, il n'y a pas de pays qui a aboli l'esclavage et qui les rétablit. Ça, c'est assez extraordinaire. Et ça empêche de dire oui, mais c'était l'esprit du temps. C'est l'argument classique, non pas de Jacques-Olivier Boudon qui connaît bien le sujet, mais de certains idolâtres qui disent non, mais il y avait un consensus sur l'esclavage. C'est faux. On sait bien que Napoléon a pris cette décision. Il avait sûrement des raisons, mais ça l'engage totalement. Donc on est gêné par tout cela. On est, je vous le dis, dans cette période mémorielle du 10 mai, et je comprends très bien la position de François Hollande qui vient d'inaugurer le Memorial Act à la Guadeloupe. Vous savez qu'à la Guadeloupe, la tentative, le rétablissement de l'esclavage s'est opéré dans un bain de sang, avec des horreurs qui sont assez comparables aux horreurs d'Haïti, sauf qu'en Haïti, Napoléon a perdu la partie, et il a perdu d'une certaine manière son rêve américain. Il a cédé la Louisiane avec un certain dépit. Donc beaucoup de choses dont de problèmes avec son règne, avec qui il était, avec son personnage, avec ce qu'il a fait. C'est un personnage complexe, tragique et assez sombre par certaines facettes. Puis il y a aussi des côtés positifs, bien sûr. Alors, pour ce qui sont des côtés positifs, Philippe Ancel, quoi qu'il arrive, et malgré cette défaite de Waterloo, c'était un extraordinaire stratège militaire, et ça, l'histoire continue de le reconnaître. Oui, mais comme disait Chateaubriand, quand il nous fait toutes ces victoires inutiles, et Lafayette a dit la même chose après Waterloo, il a laissé quand même la France bien plus petite qu'il ne l'a trouvée. Aucun régime, aucune constitution et aucune frontière de Napoléon n'a duré. Il était peut-être moins important qu'on ne dise. L'Europe nouvelle date d'après sa chute. La constitution de 1814 en France est bien plus importante que les constitutions de l'Empire. Vu tout ce qu'on vient d'entendre, Jacques-Olivier Boudon, comment expliquez-vous cette place de héros national qu'a Napoléon encore aujourd'hui? On a encore beaucoup de mal à en dire du mal, on a encore beaucoup de mal à parler de ses défaites, il garde dans notre esprit national une place que n'a personne d'autre. C'est certain que Napoléon est sans doute la personnalité la plus connue des Français. C'est celle qui arrive en tête des sondages lorsqu'on demande aux Français quelle figure historique ils mettraient en premier, avec De Gaulle. 18 juin, et la concordance des temps, si je puis dire, n'est pas tout à fait le fruit du hasard. De Gaulle, Napoléon, ce sont les deux grandes figures qui émergent. Mais ce qui est le plus frappant peut-être avec Napoléon, c'est le fait que sa popularité est internationale. On pourrait même considérer qu'il est plus populaire dans certains pays qu'il ne l'est en France, parce qu'en France, il continue à diviser, comme je le disais à l'instant, entre pour et contre, mais à l'étranger. Si vous vous tournez vers des pays comme la Russie, il a été défait par les Russes, mais les Russes vouent une véritable admiration pour Napoléon. Les Chinois, les Japonais, toute une série de pays s'enthousiasment pour Napoléon parce qu'ils reconnaissent en Napoléon certains traits qui finalement expliquent cette popularité. C'est tout d'abord un jeune homme pratiquement parti de rien, petite famille de notables, qui rencontre une ascension extraordinaire, qui va gouverner l'Europe. Par son talent, par son travail, par ses capacités intellectuelles, c'est incontestable. Il va dominer l'Europe, il va presque dominer le monde à certains égards, parce qu'à l'époque, l'Europe est tout de même le continent dominant dans le monde. C'est cela qui va contribuer à sa popularité et qui explique aujourd'hui encore que les touristes très nombreux viennent à Waterloo, par exemple, mais partout où il a marqué le territoire de son empreinte. Aujourd'hui, on estime qu'il y aura 200 000 visiteurs pendant les 3-4 jours des cérémonies, mais les autorités wallonnes qui ont piloté la réfection du champ de bataille pense à 500 000 visiteurs par an, et parmi eux, essentiellement des étrangers venus de toute la planète. Voilà, au final, quelles qu'aient été ses défaites ou ses défauts, nous sommes face à un homme dont l'histoire parle aux gens et bien au-delà des frontières de la France. Oui, mais enfin, pas toujours de manière aussi positive que veut bien le dire mon contradicteur, entre guillemets, si j'ose le dire. On nous parle, parce que ça se passe ici, en Belgique, c'est tout près, on nous parle de cette commémoration, mais moi je peux vous assurer que depuis 1803, tous les ans,
à Vertières, j'insiste sur cette bataille, eh bien, les Haïtiens fêtent la défaite de Napoléon. Tous les ans, il y a 100 000 personnes sur place. Seulement, ça se passe en Haïti. Et Haïti, on sait bien, depuis 1803, que c'est un endroit dont il ne faut parler que lorsqu'il y a des tremblements de terre ou des épidémies. Moi, je serais beaucoup plus... je mettrais un bémol sur les qualités stratégiques de Napoléon. Bien sûr, c'est un grand stratège de la guerre classique. Mais cette première défaite qui est occultée de 1803, cette défaite de Vertières, où les Haïtiens, qui sont en fait des anciens esclaves révoltés, gagnent leur indépendance sur une des plus grandes armées du monde. C'était quand même une armée qui était envoyée, il y a une correspondance entre Napoléon et ses généraux, ils pilotent à distance, mais ils pilotent tout de même. C'est une nouvelle forme de bataille, c'est une guerre coloniale. Et ça n'a jamais été enseigné. On enseigne dans les écoles militaires, Austerlitz, Waterloo, etc. Mais les armées indigènes de 1803 étaient en avance d'une guerre, et peut-être d'un siècle. Et l'erreur qui a été commise à Vertières en 1803, on va retrouver dans toutes les guerres coloniales perdues par la France, parce que la France a commencé à perdre toutes ses guerres à partir de 1815. C'était le début de la fin. Oui, toutes ces guerres coloniales, elles ont été perdues, et c'était des guerres d'Arabes. C'est d'ailleurs Leclerc qui le dit, vous savez, dans sa correspondance, j'aurais à faire une guerre d'Arabes. Et bien après, il y a la conquête de l'Algérie, et puis il y a tous les événements que vous connaissez. La France a perdu ses colonies. Donc des défaites de Napoléon qui sont marquées par les Haïtiens tous les ans. Je voulais vous demander, Philippe Mancel, est-ce qu'il en est de même pour Waterloo? On parle beaucoup de la réaction française par rapport à ce bicentenaire, ou d'ailleurs le manque de présence d'un membre du gouvernement français à ces commémorations. Est-ce que Waterloo, est-ce que ce qui est une défaite pour la France, mais une victoire pour les Britanniques, est-ce que cette bataille a la même place dans la conscience britannique qu'elle a dans la conscience française? Est-ce qu'on y prête autant d'attention? Oui, je viens d'assister à un service magnifique à la cathédrale de Saint-Paul, où il y avait des Français, des Allemands autant que d'Anglais en commémoration de cette bataille. C'est une de nos gloires nationales, mais aujourd'hui, elle était représentée comme une victoire européenne, comme elle était. La moitié de la France était avec les alliés européens contre Napoléon. Et en effet, on a fourni des renseignements sur l'état de l'armée française à Wellington. Il y a une magnifique lettre du rival corse de Napoléon, le comte Pozzo di Borgo, qui était ambassadeur russe à l'époque, mais qui a vu son ancien camarade d'école sur le champ de bataille de Waterloo en disant que c'est la victoire la plus conséquente de l'histoire. Et je me demande si l'image de Napoléon est aussi positive à l'étranger. Certainement pas en Espagne, qu'il a détruit avec la guerre de la péninsule, ni en Allemagne non plus. Au final, en vous écoutant, Jacques-Olivier Boudon, on comprend que si ça continue de fasciner, c'était une grande défaite, c'était un grand revers. C'est finalement parce que ces histoires nous parlent aujourd'hui, comme vous le disiez très justement à l'instant, des défaites militaires, des batailles militaires, mais aussi des histoires d'hommes, des histoires de vie, d'orgueil, d'ambition, de conquête, de défaites, qui nous parlent aussi clairement aujourd'hui qu'elles se présentaient à nous à l'époque, sans doute. Ce sont parmi des guerres, alors bien sûr il y a eu des crimes, c'est pour reprendre le titre du livre de Claude Ribes, il y a eu des exactions, la guerre est toujours violente, se termine toujours par des pertes très importantes. À Waterloo, c'est 10 000 morts sur le champ de bataille le lendemain que l'on va retrouver. Tout ça est tout à fait juste, mais en même temps, pourquoi les gens se précipitent aujourd'hui pour rejouer la bataille, en quelque sorte? Parce que, sans doute, on est dans une des dernières périodes de combat chevaleresque. Après, la guerre va devenir une guerre plus scientifique, une guerre plus totale. Là, bien sûr, on est dans les prémices de ce qui va se produire au XXe siècle, mais on est aussi encore dans une guerre à l'ancienne, et c'est sans doute cela qui continue à fasciner, même si, je le reconnais, il y a eu un bilan tout à fait négatif en termes de pertes humaines. Pour dire un chiffre, par exemple, les guerres napoléoniennes, côté français, c'est 850 000 morts. Donc ça n'est pas rien, incontestablement, et il faudrait y ajouter les pertes de tous les pays européens concernés, et les pertes à Haïti, et à la Guadeloupe et ailleurs. C'est tout à fait véritable. Il n'empêche que, malgré tout, malgré ce bilan négatif, Napoléon n'est plus perçu majoritairement comme étant un ogre ou un homme qui aurait conduit l'Europe à feu et à sang, en quelque sorte. Oui, c'est peut-être, Claude Ribes, l'une des leçons de la journée, c'est 5000 participants qui sont allés sur ce champ de bataille aujourd'hui, si on met de côté la question de la présence du gouvernement français ou pas. Oui, moi je serais plus modéré, hein. Il faudrait voir un peu ce qui anime ces gens. Moi j'ai croisé des
des gens. Ça m'inquiète plutôt, moi, ces associations avec ces personnes qui s'habillent en grognards, etc. Je trouve ça plus inquiétant et je trouve que ça correspond aussi à un repli identitaire, à une recherche d'une certaine gloire qui est passée. D'ailleurs, ça a toujours été dans les périodes où la France était un peu se cherchait elle-même qu'on a essayé de se raccrocher à Napoléon. Sous Louis-Philippe, par exemple, on essayait d'exalter. C'est Thiers qui était journaliste, qui a essayé de raccrocher le régime à la supposée gloire de Napoléon. Et puis je serais beaucoup plus modéré sur le côté chevaleresque. Il y a une partie de mes ancêtres qui sont liés à la Guadeloupe et à l'esclavage. J'ai une autre partie de mes ancêtres, c'était des bons paysans de la Creuse. Je peux vous dire que ceux-là, ils voyaient les choses autrement. Les gens qui étaient arrachés à leur terre pour partir pendant des années pour la gloire d'un homme, qui parfois se coupaient les doigts pour être exemptés, ou qui se cassaient les dents pour ne pas pouvoir, je parle sous votre contrôle, pour ne pas pouvoir déchirer les cartouches, qui étaient ces jeunes gens qui étaient déserteurs et qui couraient les bois et que la gendarmerie traquait parce que c'était des réfractaires. Cela aussi, il faudra peut-être qu'un jour les historiens en parlent. Ils en parlent. Il y a beaucoup de travaux sur ces questions. Les réfractaires, le refus de la conscription, ce sont des thèmes qui ont été beaucoup étudiés par les historiens ces dernières années, qui sont une réalité. Et en même temps, quand on regarde ce qu'ont écrit les survivants, ceux qui ont participé à l'épopée, vous me direz ce sont les survivants par définition, mais ils racontent leur mémoire et ils le racontent souvent en exaltant cette période, et en magnifiant les actions qu'ils ont commises. Alors Jacques-Olivier, quand je dis il faut que les historiens en parlent, bon, c'est pas tout à fait exact. Il faut que ceux qui parlent au nom des historiens, qu'on entend beaucoup en ce moment, parce qu'il y a les historiens qui font un vrai travail, et puis il y a les gens qui ont leur fonds de commerce Napoléon, c'est autre chose. C'est ceux-là surtout qu'on entend, et c'est ceux-là qui devraient en parler. On va devoir faire une petite pause. Merci messieurs, tout de suite c'est l'heure d'un œil sur les médias. Karim Yayaoui nous a rejoint pour nous expliquer ce qu'en disent les réseaux sociaux ce soir. Le bicentenaire de Waterloo, un symbole, donc, comme disait Claude Rib très justement à l'instant, que tout le monde n'a pas envie de célébrer. Alors c'est ce qu'on comprend en lisant cet article du Huffington Post, le bicentenaire de Waterloo, l'autre 18 juin qui ne passe pas en France parce que François Hollande a préféré se rendre du côté du Mont-Saint-Valérien pour se souvenir de l'appel du 18 juin du général de Gaulle. Et c'est vrai que les médias français étaient aussi beaucoup concentrés sur la présence de Julie Gaillet qui était dans les parages. Alors il n'y a eu aucun cliché de François Hollande en compagnie de Julie Gaillet, mais c'est vrai que c'était le sujet qui a alimenté pas mal d'articles aujourd'hui. Les médias belges, notamment le site de la RTL.be, se demandent pourquoi François Hollande boude l'événement, parce que quand on lit cet article, on souligne que c'est le moment aussi de se retrouver entre Européens, de célébrer la paix et de célébrer la réconciliation. Alors, un certain nombre de personnalités étaient présentes. Les descendants des chefs militaires étaient également présents et le descendant de Napoléon expliquait aussi que c'était important d'être là aujourd'hui. Du côté des hommes politiques, on s'est exprimé également. Un certain nombre d'entre eux, comme ici on va découvrir à l'image Yves Gégaud, considèrent que l'absence de la France est regrettable. Pour lui, c'était un événement important. D'autres ont un regard très différent sur cet événement. C'est le cas de Jacques Millard, qui est du même bord politique à droite, qui considère que c'est d'être sado que de se rendre du côté de la Belgique aujourd'hui pour se souvenir de cet événement. Et puis Jean-Yves Le Drian, qui s'est exprimé sur une radio, qui considère que tout ça, c'est du passé, qu'il n'a pas forcément envie de fêter une défaite. Pourtant, tout ça n'a pas empêché Napoléon de s'exprimer à la radio, puisqu'on a vu une interview qui était en ligne aujourd'hui, où Napoléon était présent à la radio pour répondre à Jean-Pierre Elkabbach. Vous évoquiez ces reconstitutions, des reconstitutions qui ont été jusqu'à une interview où il explique que dans 200 ans, ça sera toujours un Bonaparte sur le trône. Ça ne s'est pas tout à fait passé de la même façon. En tout cas, on l'a entendu de sa bouche aujourd'hui. Merci beaucoup, Karim Yayaoui. C'était donc un œil sur les médias. Merci beaucoup à mes invités ce soir d'avoir participé à ce face-à-face. Jacques-Olivier Boudon, Claude Rib, également Philippe Mansell qui était avec nous de Londres. Merci beaucoup d'être venu revenir donc, sur cette bataille de Waterloo et ce qu'elle veut dire pour nous aujourd'hui. C'est la fin de ce débat. Dans quelques minutes, les titres de l'actualité et le journal.